Bienvenue à bord. Le voyage que vous allez faire n'est pas un voyage comme les autres. La distance, le changement des fuseaux horaires qui fait perdre la notion du temps, la variété des paysages et des populations, autant d'ingrédients qui s'inscriront à jamais dans votre mémoire. Ce voyage, c'est à Moscou qu'il commence. Moscou, traversée par la Moskova, un affluent de la Volga, est la capitale de la Fédération de Russie. C'est aussi la plus grande ville d'Europe, avec ses 10 millions d'habitants. En 3 jours, pas question de percer tous les secrets de la mégapole. Mais la ville est généreuse. Elle donne à voir, beaucoup, même au premier regard. Moscou, dans l'imaginaire d'un étranger, c'est avant tout la place rouge. Souvent, les endroits trop rêvés déçoivent un peu dans la réalité. Ici, c'est le contraire, et on sent tout le poids historique de cette immense esplanade de 52 000 m² où se sont joués depuis des siècles tous les actes importants de l'État russe. Réservée aux parades officielles, elle fut le lieu des grandes manifestations de la puissance militaire et de l'unité de l'Empire soviétique. De forme rectangulaire, elle est entourée de chaque côté par des monuments exceptionnels. La basilique Basile le Bienheureux, érigée en 1555 par Ivan le Terrible pour célébrer sa victoire contre les Tatars, est à la fois la plus étrange et la plus belle des églises orthodoxes. Construite en briques rouges, souvent apparentes, elle est ornée de 9 coupoles principales de couleurs différentes. En 1929, elle fut fermée et ses cloches confisquées. Elle fut rendue au culte en 1991. Le Kremlin, entouré de ses 2,5 km de murailles, a été sans cesse restauré au fil des siècles, et il est aujourd'hui en meilleur état qu'il ne l'a jamais été au cours de ses 800 ans d'histoire. Il marque le centre géographique de Moscou et le centre politique de la Russie. Difficile de citer tous les monuments qui composent cet ensemble unique, tant ils sont nombreux. Cathédrales, palais, tours, chaque édifice, chaque pierre a une histoire. Comme ici, la cathédrale de la Dormition, la plus ancienne des cathédrales de Russie, érigée à partir de 1475 et où furent couronnés tous les tsars. 2 curiosités n'ont cesse d'attirer l'attention des visiteurs. Il s'agit de l'énorme roi des canons, pesant 40 tonnes mais qui n'a jamais tiré un seul boulet, et la reine des cloches, la plus grosse jamais fondue, mais qui n'a jamais sonné. Lors d'un incendie, elle se désolidarisa de son socle et dans sa chute perdit un éclat de 11,5 tonnes. Adossé aux murailles du Kremlin, le mausolée de Lénine abrite depuis 1924 le corps embaumé du révolutionnaire russe. Après plus de 80 ans, les spécialistes de laboratoire ont réussi à maintenir le corps dans un état de conservation excellent. De l'autre côté de la place, face au Kremlin, le Goum, construit en 1883, était une galerie marchande sous les tsars. Le bâtiment fut fermé à la Révolution et utilisé comme entrepôt jusqu'à la mort de Staline. Réouvert pour être le magasin phare du socialisme, il comptait 200 rayons, dont les fameux secteurs réservés à la nomenclatura. Aujourd'hui, c'est une vitrine de la mode et on y trouve toutes les grandes marques internationales. Enfin, vers le nord, près de l'église de la Vierge de Kazan, s'élève le musée historique. Construit à la fin du XIXe siècle dans un style néo-russe, il fut inauguré par le tsar Alexandre III. Mais la richesse monumentale de Moscou ne s'arrête pas à ces sites célèbres. Au sud-ouest de la ville, le couvent de Novodievitchi, par exemple, cette forteresse construite en 1524, offre un des exemples les plus brillants de l'architecture russe. Le style grandiose et élancé de ses collégiales valurent à la ville le surnom de Troisième Rome. Fréquenté par l'aristocratie au cours des siècles, il devint un lieu de sépulture et dans le cimetière du même nom qui le borde reposent des personnages qui ont fait l'histoire de la Russie. Tchekhov, Gogol, Khrouchtchev, Prokofiev, ou plus récemment Raïssa Gorbatchev, Boris Eltsine ou Rostropovitch. Au nord-est de Moscou, entre la Volga et la Kliasma, s'étend une bande de terre élue dès le Moyen Âge par la noblesse
pour sa situation géographique idéale sur les routes commerciales fluviales. L'espace délimité par ces anciennes cités princières est appelé l'Anneau d'Or. Sergueï Posad, ex-Zagorsk, en est l'une d'elles. Le nom de cette cité est synonyme d'art, de culture et de spiritualité. Elle fut fondée par saint Serge de Radonej, patron de la Russie, et abrita pendant des siècles les patriarches de l'Église orthodoxe. Les puissants remparts qui entourent l'édifice témoignent du rôle considérable joué par ces monastères dans la défense de Moscou. Mais revenons vers Moscou et grimpons vers l'université Lomonosov qui donne un beau point de vue sur la ville. Le bâtiment, construit dans le plus pur style stalinien, est facilement identifiable. Il y en a 7 ainsi dans Moscou, comme le ministère des Affaires étrangères ou l'ex-hôtel Ukraine. On les appelle les 7 sœurs. L'époque du communisme est définitivement révolue. Après la crise économique de 1998, la Russie s'est lancée dans un capitalisme effréné et a vite rattrapé son retard. La Moscow City, le nouveau centre d'affaires, dresse ses bâtiments futuristes en lieu et place des vieux quartiers d'usines. L'objectif clairement énoncé est d'attirer les investisseurs étrangers. Mais même si la Russie change, avance, évolue, elle reste pourtant la même. On s'en rend compte en déambulant dans les marchés populaires du centre-ville, au milieu de tous les étals qui donnent l'eau à la bouche. Le métro de Moscou est, après celui de Tokyo, celui qui transporte le plus de passagers au monde. Il est réputé pour ses tunnels profonds et surtout pour la qualité du décor de certaines stations, d'une richesse ornementale sans égale qui témoigne de l'art de l'époque du réalisme socialiste. Tous les transsibériens partent de la gare Yaroslav, qui avec celle de Kazan et de Leningrad constitue le plateau des 3 gares et sont les plus fréquentés au monde avec 3 millions de voyageurs par jour. Construite dans la seconde moitié du XIXe siècle, elle affiche un style art nouveau très apprécié à cette époque et des toits à la mode russe des palais du Nord, pentus pour évacuer la neige. Sur la façade, des panneaux en céramique sont représentatifs de la seconde moitié du XIXe siècle. Après la Révolution, on y a ajouté les symboles du communisme. À l'intérieur, ces immenses salles d'attente sont pleines à craquer de gens qui attendent pour la banlieue proche ou lointaine ou pour le fin fond de la Sibérie. La nuit est tombée sur Moscou. C'est l'heure du départ. Contrairement à l'idée reçue, il n'existe pas un transsibérien, mais plusieurs. Le plus classique a pour nom Rossia et relie Moscou à Vladivostok. Facilement reconnaissable, il porte les couleurs du drapeau national. Et puis il y a les Moscou-Pékin, train chinois qui passe par la Mongolie ou la Mandchourie, et le Moscou-Ulaanbaatar, le transmongolien. C'est celui que je vais emprunter aujourd'hui. Tous parcourent la même ligne jusqu'à Irkoutsk. Tous traversent la Sibérie occidentale et centrale. Bienvenue dans cet espace clos où nous allons passer 5 jours. Il existe 2 types de compartiments dans le transsibérien, une première classe à 2 couchettes et une seconde à 4 couchettes. Même si on est loin du romantisme des trains de luxe, chaque détail semble avoir été étudié et tout est très fonctionnel. Lampe de chevet, petit escalier pour monter à la couchette supérieure, patère pour accrocher cintres et vêtements, nombreux espaces de rangement et une petite table pour poser les affaires de la journée. Chaque wagon dispose d'un samovar, une machine savante qui sert de l'eau chaude toujours à la même température pour la préparation du thé ou des aliments. À chaque extrémité du wagon, 2 cabinets de toilettes. Sommaire mais rien à dire, c'est toujours très propre. 2 provotnitsa, hommes ou femmes, sont en charge de chaque wagon afin de veiller au confort et à la sécurité des passagers.
Il est près de 22 heures et insensiblement, le convoi s'ébroue et entame son très long voyage vers l'est. Après une nuit calme et reposante, bercé par les mouvements réguliers des bogies, le train émerge de la nuit russe. À chaque arrêt, le même leitmotiv. Les Provotnitsa mettent leurs casquettes et au moyen d'un chiffon, nettoient les 2 barres de métal qui bordent la porte et auxquelles s'accrochent les voyageurs pour monter. Ils se postent ensuite sur le quai et veillent à ce que les passagers ne s'éloignent pas trop, surtout si l'arrêt est de seulement une dizaine de minutes. Sur le quai, des équipes techniques font le plein d'eau et d'autres passent tous les essieux en revue, tapant de leurs marteaux sur les roues pour vérifier que tout est conforme. Guenadi est le mécanicien du train. Il fait ce travail depuis 10 ans, 1 voyage par mois en hiver, 2 en été. Il aime son travail, il ne supporterait pas de rester dans un bureau. Il me confie qu'en hiver, avec le froid, il arrive que des pièces cassent. Ils doivent alors les réparer en urgence ou parfois les faire venir d'une gare voisine. Le convoi peut alors être bloqué plusieurs heures. Pendant ce temps, dans le couloir, une Provotnitsa profite de l'arrêt pour passer l'aspirateur. Le train traverse d'abord les longues plaines de Russie occidentale, avec ses immenses forêts de sapins ou de bouleaux, parfois aérés par des villages d'isbas en bois, souvent colorés. En fonction de l'époque de l'année, les teintes varient du vert à l'ocre ou au blanc. Mais chaque mois, chaque saison a son charme. Nous arrivons en gare de Perm, l'ancienne Molotov, sur la rivière Kama. Ville industrielle, elle se situe au pied des monts Oural. Depuis Moscou, nous jouons au chat et à la souris avec le Moscou-Pékin. Il arrive toujours quelques minutes avant nous et repart de même. Oleg est le chef du train. Il doit tout superviser, même si, dit-il, les Provotnitsa et le mécanicien connaissent parfaitement leur travail. 18 ans qu'il fait ça, 1 ou 2 voyages par mois. On pourrait penser qu'un long voyage en train est quelque chose d'ennuyeux, mais c'est loin d'être le cas. Rapidement, on s'installe dans un rythme particulier où l'attente n'existe plus. Regarder le paysage, manger, dormir, discuter avec ses voisins, lire et recommencer sans cesse. La notion du temps devient floue, élastique. Le train fonctionne à l'heure de Moscou, mais avec le décalage, les fuseaux horaires défilent. Pour peu qu'on ait gardé une montre à l'heure de France, il faut jongler avec 3 heures différentes et très vite, on se perd totalement. Il est intéressant d'alterner les plaisirs, de profiter des plats locaux vendus sur le quai des gares, morceaux de poulet fumé et autres pirochki, et puis parfois de se faire servir au wagon-restaurant. En fonction de la nationalité du train, des menus différents sont proposés. Dans celui-ci, cuisine russe délicieuse, solyanka, borsch et autres spécialités russes. Irina est au fourneau, Andrei, son mari, au service. Ça fait 5 ans maintenant qu'ils font la ligne ensemble. Nous sommes en fin de saison et ils ont moins de travail. Mais en plein été, ils doivent faire plusieurs services. Les journées sont ponctuées de rencontres informelles, de curiosités réciproques pour chacun des voyageurs. Le temps se laisse faire, les gens sont toujours disponibles. Le transsibérien rend bavard. Alexis travaille au ministère des Affaires urgentes, dans le domaine du sauvetage. Il voyage en train dans toute la Russie pour son travail et ses missions. Il espère trouver la femme de sa vie dans le train, parce qu'ailleurs, il n'a pas le temps. Jargo, 28 ans, et Toumour, 40, vivent à Oulan-Bator. Elles reviennent de Moscou, où elles sont allées au mariage d'une amie. Toumour a fait des études de design de vêtements en Hongrie et tient son propre business en Mongolie. Jargo ne fait rien pour l'instant, mais elle aimerait bien monter une école maternelle.
Aki, la petite japonaise, est partie pour un tour du monde d'1 an qui lui fera traverser l'Asie, l'Europe, l'Afrique et l'Australie. Assistante sociale pour personnes âgées dans son pays, elle remplit quotidiennement son petit carnet de notes. Elle a parfois du mal à se faire comprendre avec son drôle d'accent anglais. C'est au niveau d'Ekaterinbourg, en pleine nuit, que nous pénétrons en Sibérie et par là même en Asie. Sibérie signifie la terre qui sommeille. C'est un territoire immense, soumis aux influences polaires. Elle fut longtemps peuplée par des minorités ethniques aux frontières mal délimitées. En 1580, la Russie entreprit sa colonisation. Cette conquête de l'Est fut confiée aux Cosaques, des guerriers redoutables voués à la cause du tsar. Le tsar Alexandre III prit conscience de l'importance du développement de la Sibérie, de ses terres à mettre en valeur et de la richesse de son sous-sol. Mais pour cela, il fallait améliorer les communications, augmenter l'importance commerciale, politique et militaire de la Russie dans l'Extrême-Orient. Il a fallu 15 ans et 70 000 hommes pour poser des millions de traverses sur plus de 7000 kilomètres, déboiser, déblayer, drainer des milliers d'hectares, enjamber cours d'eau et fleuves dans des conditions climatiques épouvantables. En été, dans les marais infectés par le paludisme, en hiver par moins 40 degrés. Le taux de mortalité était effrayant. En 1914, les deux extrêmes du pays sont reliés sans changement. Après la révolution de 1917, le transsibérien devient militaire et passe sous contrôle de l'État en 1923. Aujourd'hui, avec un convoi de marchandises toutes les 20 minutes, il passe plus de trains en un jour qu'en un an à l'époque. Les vœux d'Alexandre III ont été exaucés. Le rail est devenu la colonne vertébrale de la Russie. Certains voyages en transsibérien s'arrêtent à Ekaterinbourg. Troisième ville de Russie, c'est une cité agréable sur les bords de la rivière Izet. Elle est surtout célèbre pour sa cathédrale sur le sang versé, construite à l'emplacement de la villa Ipatiev, où furent assassinés, dans la nuit du 16 au 17 juillet 1918, le tsar Nicolas II et toute sa famille. Pas loin de la ville, une autre excursion s'impose au lieu qui marque la frontière entre l'Europe et l'Asie. À l'ouest de l'Oural, un pied en Europe. À l'est, l'autre en Asie. Les jeunes mariés viennent régulièrement boire du champagne à cet endroit. Cela porte bonheur, paraît-il. Une fois passé l'Oural, le train traverse la Sibérie occidentale et longe une steppe ouverte et plate. C'est la plus grande région de plaine au monde, avec une superficie de 2,5 millions de kilomètres carrés. Le sol, gelé en permanence à une faible profondeur, accentue la stagnation des eaux et empêche toute fertilité. Après la ville d'Omsk, il continue sa course vers Novosibirsk. C'est en traversant le pont sur la rivière Ob qu'il rejoint la plus grande ville sibérienne. Elle a été construite en 1893 près du pont de chemin de fer qui enjambait le fleuve et la gare en est l'un des monuments principaux. Elle est immense et peinte dans un beau vert clair, tellement grande que la foule qui s'y croise sans bruit et sans hâte ne paraît jamais dense. Depuis la passerelle, on peut observer le spectacle fascinant des convois. Dans ce pays où les routes sont soumises aux caprices des saisons, le train prend une importance capitale. À 2 pas de la gare, une locomotive datant de la Seconde Guerre mondiale rend hommage aux travailleurs de l'arrière-front qui, par leur courage, ont contribué à la victoire. Ici comme ailleurs, les arrêts des trains sont toujours très attendus. En quelques instants, des grappes de vendeurs accourent et déballent
dans un chariot ou à même le sol, un étalage de nourriture, de boissons, de plats cuisinés, mais aussi de vêtements et de babioles en tout genre. La microéconomie bat son plein. Les vendeuses ont chacune leur wagon attitré. La concurrence est rude, des gares à celle ou celui qui s'aventure sur le terrain du voisin. Puis, aussi vite qu'ils sont arrivés, les vendeurs disparaissent, sans doute attendus par un autre train, sur un quai différent. Ils connaissent très bien le chemin le plus court pour y arriver. Dans l'étroite cabine qu'elle partage avec sa collègue, Olia se repose et lit. Elle le connaît bien, ce travail, ça fait 14 ans qu'elle est probotnitsa. Dans le train, elle est à la fois contrôleuse, hôtesse d'accueil, commerçante, femme de ménage. Elle doit parfois faire preuve d'autorité pour tenir son wagon, quand certains passagers abusent de la vodka. Même si elle aime ce travail bien payé, elle regrette parfois de ne pas assez voir son fils de 12 ans. C'est en pleine nuit que nous arrivons à Irkoutsk. Certains voyages en transsibérien commencent ici. Irkoutsk est une ville agréable, pleine de charme. On l'appelle souvent le petit Paris sibérien. Elle mélange des styles architecturaux assez divers, art déco, soviétique et vieilles maisons en bois. En été, les habitants prennent le soleil sur les berges de la rivière Angara qui traverse la ville. Une des visites incontournables se fait au musée des décembristes, ces personnages instruits, issus de la noblesse, qui tentèrent le 14 décembre 1825 de déclencher une révolution afin d'obliger le tsar à plus de démocratie. Le mouvement fut brisé par l'armée et nombre d'entre eux furent déportés en Sibérie. Certaines de leurs femmes, courageuses, les suivirent en exil. Mais Irkoutsk, c'est surtout la porte d'entrée du Baïkal, à 60 km au sud. On le rejoint par une belle route qui traverse l'épaisse taïga. En chemin, on peut visiter le musée de l'architecture en bois. C'est une ville conservatoire, réalisée avec des maisons et des monuments traditionnels de la région. Ces constructions proviennent de villages engloutis sous les eaux d'un barrage. Elles ont été démontées, puis remontées à l'identique. Et puis le voilà, le Baïkal, la plus grande réserve d'eau douce au monde. Parfois surnommée la perle de Sibérie, tellement ses eaux sont transparentes. Près du lac, le village de Lizvianska est un lieu de villégiature très apprécié par les touristes, mais aussi par les habitants d'Irkoutsk, qui aiment y venir le week-end. Autour de son église Saint-Nicolas, qui date de 1846, elle affiche ses petites maisons colorées, parfois très luxueuses, au charme fou. Sur les rives, il convient aussi de goûter la spécialité locale, les omoules. Ces poissons fumés qu'on déguste avec les doigts sont un vrai régal. Mais mon train, lui, a quitté Irkoutsk en pleine nuit et au petit jour longe la rive sud du lac en direction d'Oulan-Oudé. Un spectacle magique en face duquel chaque mot est superflu. Le train quitte définitivement le lac, le paysage s'adoucit, les arbres sont moins nombreux. Nous pénétrons en République de Bouriatie, une minorité russe. Oulan-Oudé en est la capitale. Elle est un lieu d'échange important entre la Russie, la Chine et la Mongolie. Au cours des siècles, les Bouriates sont restés longtemps sous la tutelle mongole avant de rejoindre l'Empire russe quand les Mongols se sont soumis aux Mandchous. Ils constituent la majorité du million de bouddhistes qui vivent en Russie. Et puis le train repart pour son dernier tronçon. Après un arrêt de plusieurs heures à la frontière de Naoutchi, il s'enfonce à nouveau dans la nuit, direction la Mongolie.
Bienvenue au pays du grand ciel. Et quel plus beau site pour appréhender ce pays magique que cette statue imposante, la plus grande du monde, de celui qui donna son identité au peuple mongol, Gengis Khan. Un ensemble monumental de plus de 40 mètres de haut, érigé en commémoration du 800e anniversaire du Grand Empire, domine les immenses étendues de steppes. Selon la légende, ça serait à cet endroit précis que Temujin, c'était son nom avant de devenir le Khan, aurait trouvé une cravache d'or. À l'intérieur de ce mémorial, on retrouve une interprétation tout aussi gigantesque de cette fameuse cravache, ainsi que la plus grande botte mongole haute de 9 mètres. C'est depuis le mémorial de Zaisan, dressé sur une colline à l'orée de la ville, qu'on a la meilleure vue d'ensemble sur Oulan-Bator, la capitale du pays. Il a été édifié à l'occasion du 50e anniversaire de la Révolution en l'honneur des soldats soviétiques. C'est aussi un symbole de l'amitié entre les Mongols et les Russes. Aujourd'hui riche de plus d'1 million d'habitants, Oulan-Bator doit faire face à l'afflux constant des nomades qui quittent la steppe pour la rejoindre et qui s'installent dans les faubourgs, dans les quartiers de yourtes, en attendant de pouvoir construire leur propre maison. La ville est très polluée, à cause des centrales thermiques au charbon et d'une circulation automobile intense, avec un unique axe qui la traverse et provoque des embouteillages monstrueux. Oulan-Bator s'articule autour de la place Sukhbaatar, qui abrite le parlement du pays. 2 visites s'imposent dans la capitale mongole. La première au palais de Bogdo-Khan. Intronisé empereur de Mongolie en 1911, quand le pays déclara son indépendance vis-à-vis de la Chine, il était le dirigeant spirituel du bouddhisme tibétain. À sa mort, en 1924, le gouvernement communiste déclara qu'aucune réincarnation du Khan ne pourrait plus être trouvée et proclama la République populaire mongole. La seconde visite est réservée au monastère de Gandan, situé en plein centre-ville. La Mongolie est un pays où le bouddhisme est important et les monastères nombreux. Celui de Gandan, datant du 19e siècle, est particulièrement réputé pour sa statue de cuivre de 26 mètres de hauteur. C'est l'unique monastère de Mongolie où les services religieux ont continué à fonctionner pendant l'époque communiste. À l'extérieur, du matin au soir, la foule se presse, nombreuse et fervente, autour des moulins à prière. Beaucoup portent le del, le costume traditionnel mongol, en coton épais pour les hommes, en soie pour les femmes. Mais la Mongolie, c'est bien sûr et surtout la steppe, cet océan de nature qui constitue les 4/5 de la superficie du pays. En ce milieu du mois d'octobre, elle est jaune. Et dans cette région, c'est la saison des récoltes d'orge et de seigle. Vangour a été formé à l'époque soviétique à l'université d'agriculture d'Oulan-Bator. Les récoltes serviront surtout à nourrir les chevaux de course et les vaches pendant l'hiver, nous dit-il. Mais il est un peu en retard. Il aurait dû récolter en septembre, mais n'a pas pu parce qu'il n'y avait pas de tracteur disponible. Je poursuis mon chemin vers la réserve d'Oustay pour aller voir les chevaux de Przewalski. Précurseur du cheval moderne, le cheval de Przewalski n'a jamais pu être domestiqué. À la fin des années 60, l'espèce avait presque disparu, décimée par les chasseurs pour répondre aux demandes de différents zoos. Plusieurs programmes d'échange de reproducteurs ont été mis en œuvre par des fondations et aujourd'hui, on compte environ 1800 individus. Après cette intéressante rencontre, il est temps d'aller goûter à l'hospitalité mongole dans la chaleur d'une yourte avant que la nuit tombe. Après la Mongolie d'automne, voici celle d'été, celle que découvrent la plupart des voyageurs. Sur la route, il convient de s'arrêter à Lovo, ce monument de pierre recouvert de morceaux de tissu bleu, et d'y faire une offrande pour attirer la clémence des dieux.
Bienvenue au camp de Dugana, à une centaine de kilomètres d'Oulan-Bator. Depuis des millénaires, la yourte constitue l'habitat traditionnel des Mongols. En Mongolie, on l'appelle la guerre. De forme circulaire, elle fait environ 6 mètres de diamètre. Cette demeure, qui peut être démontée et remontée en peu de temps par 2 ou 3 personnes, tient facilement avec tout son mobilier sur quelques bêtes de bas ou aujourd'hui sur un camion. Elle est composée d'une armature centrale formée de treillis démontables. Un solide cadre de bois est fixé aux 2 extrémités, permettant l'installation d'une porte toujours richement décorée. Le toit est constitué de piquets de bois fixés autour d'un cercle qui les maintient. Le treillis est ensuite recouvert de pièces de feutre pour maintenir la chaleur. Dans la yourte, tout est ordonné selon une symbolique précise autour d'un axe vertical qui évoque le lien unissant la terre aux cieux et qui passe par le foyer central. Au sud se trouvent la porte et les objets domestiques. Au nord, c'est-à-dire au fond de la yourte, se matérialise l'espace sacré, l'autel et les objets religieux. L'est est réservé aux hommes et aux invités, l'ouest est réservé aux femmes. Population d'éleveurs, les nomades mongols classent leurs animaux en 2 catégories. Les pattes longues, chevaux et chameaux, et les pattes courtes, chèvres, moutons et bovins. Tous ces animaux participent à leur manière à la stabilité économique du pays. Le cheval, dont seul le mâle est monté, est bien sûr le meilleur moyen de transport. La jument, quant à elle, donne de lait pour la fabrication de l'airak, la boisson locale. En été, les animaux doivent profiter au maximum des pâturages, sans toutefois épuiser le sol et en laissant un reste de végétation pour l'hiver. Deux grandes catégories d'aliments sont à la base de la cuisine mongole, les aliments blancs et les aliments rouges. Les premiers issus du lait, les seconds de la viande. Le gras, carné ou laitier, est de première importance dans ce pays où l'hiver est si rude. L'hospitalité ici est un art de vivre. On mesure la richesse des habitants autant à l'aune de leurs relations sociales qu'au nombre de chevaux ou de chèvres qu'ils possèdent. Et si l'on a coutume d'appeler la Mongolie le pays du grand ciel, on se rend compte que c'est aussi celui du sourire. Retour à Oulan-Bator pour assister à un spectacle de danse et de chant traditionnels. Formés depuis leur plus jeune âge, les danseurs évoluent dans un univers mélodique qui évoque les traditions du peuple mongol et s'inspire de la vie quotidienne des nomades dans la steppe ou sur les hauts plateaux. Puis c'est le moment de retrouver la gare, au petit matin. Cette fois-ci, c'est le train chinois qui va m'emmener jusqu'à Pékin. Les trains se ressemblent, sauf les wagons-restaurants, et celui-ci est richement décoré. Après avoir traversé la banlieue de la capitale mongole, il suit un cap plein sud, vers le désert de Gobi. Le Gobi est l'un des plus grands déserts du monde. Avec près d'1,5 million de kilomètres carrés, il représente près du tiers de la surface de la Mongolie. Il alterne plaines, chaînes de montagnes et des dunes sur environ 3% de sa superficie. Les chameaux ont remplacé les chevaux. Il est difficile d'imaginer que des gens puissent vivre ici, dans un univers presque minéral, avec des températures de plus 40 en été et moins 40 en hiver. Mais les nomades mongols sont passés maîtres dans l'art de l'adaptation. Les quais sont un peu moins bondés ici qu'en Russie. Lors d'un arrêt, je rencontre 2 jeunes femmes mongoles, Touya et Maggie. Touya vit à Pékin et fait du commerce de pierres précieuses entre la Chine et la Mongolie.
Maggie, elle, se dirige vers la capitale chinoise, d'où elle s'envolera pour la Malaisie, où vit une partie de sa famille. Elle veut suivre des études de commerce international. À la nuit tombante, nous arrivons à Erlian Hot, à la frontière chinoise. À cause d'un écart différent entre les rails, il faut changer les essieux. Les wagons sont emmenés dans de grands entrepôts, puis soulevés un à un par des vérins. Les ouvriers désolidarisent ensuite les bogies pour les remplacer par le modèle chinois. L'opération prend 2 bonnes heures. Au petit matin, le paysage s'est transformé. Adieu le désert, bienvenue la campagne chinoise. Après l'austérité minérale du Gobi, c'est une sensation agréable de retrouver la végétation et les paysages bucoliques, un peu comme un retour à la vie. Nous arrivons à Zhangjiakou, dernière étape avant Pékin. Les villes chinoises, même celles de moyenne importance, ne sont pas à la même échelle que les nôtres. Tout est tellement plus grand ici. Sur le quai, les contrôleurs enlèvent les panneaux de destination sur les flancs du train. J'ai essayé de demander pourquoi, mais sans succès. Sans doute pour gagner du temps à Pékin, pour que le train puisse repartir au plus vite. Une dernière fois, nous changeons de locomotive pour la dernière partie du trajet. Le wagon-restaurant, lui aussi, s'arrête ici, afin de faire le plein de marchandises pour se raccrocher au convoi du retour. C'est l'époque de la récolte du maïs. Dans les villages, à même le sol ou dans les cours des maisons, les épis sèchent au soleil. Nous traversons les chaînes de montagnes situées à l'est de Pékin. Le train s'enfonce dans des gorges profondes, réduisant sa vitesse pour absorber les courbes importantes. Depuis Moscou, nous avons roulé 7865 km, traversé 2 continents, 8 fuseaux horaires, 990 gares. Alors quand le train arrive en gare de Pékin, c'est avec un peu d'émotion qu'on le quitte. On s'était habitué au rythme lent et si particulier du convoi, à ses haltes rapides, à ses moments de rêverie. Mais la fin du voyage en train n'est pas encore la fin de notre voyage. Il nous reste quelques jours pour effleurer le visage d'un autre géant, la Chine. Pékin, avec près de 20 millions d'habitants, est la seconde ville la plus peuplée de Chine après Shanghai. Depuis l'époque des Ming, vers les années 1400, elle est la capitale du pays. Tentaculaire, grouillante, la cité semble ne jamais s'arrêter, ne jamais dormir. Elle est une synthèse de toutes les cultures chinoises, anciennes et modernes. À Pékin, beaucoup de points d'intérêt se concentrent dans le centre et se visitent à pied. La colline du Charbon est un excellent point de vue pour apprécier la cité interdite dans sa globalité. Ce grand parc, gratuit pour les personnes âgées, est très prisé des Pékinois qui viennent y faire leur gym, jouer au cerf-volant, se promener en famille. Attention, dans un voyage de superlatif, on n'échappe pas à la règle. Voici Tiananmen, la plus grande place du monde. 880 mètres du nord au sud et 500 d'est en ouest. Elle tient son nom de la porte Tiananmen, littéralement porte de la paix céleste, qui marque l'entrée sud de la cité impériale. Autour du portrait de Mao, on peut y lire 2 inscriptions. Longue vie à la République populaire de Chine, longue vie à l'Union des peuples de la Terre. La cité interdite est une ville dans la ville. Pendant 5 siècles, elle fut la résidence privée des empereurs de Chine. Tous ces édifices ont des murs rouges, couleur symbolisant la joie et le bonheur, et des toits de tuiles jaunes, réservés aux empereurs. Elle fut rendue célèbre dans le monde entier en 1987 par le film de Bertolucci, Le Dernier Empereur, qui racontait l'histoire de Puyi. Elle se divise en 2 parties. La cour extérieure est le lieu où le souverain recevait ses ministres et présidait les manifestations officielles. Son bâtiment principal est la salle de l'harmonie suprême. Elle est traversée par une rivière artificielle, la rivière aux eaux d'or, issue d'une dérivation des eaux des douves.
En plus de son rôle décoratif, elle permet de sauver les bâtiments en bois en cas d'incendie. La cour intérieure, dont le bâtiment principal est le palais de la pureté céleste, servait de cabinet de travail à l'empereur et abritait les appartements de la famille impériale et des concubines. Pour protéger les murs des intempéries, les architectes donnèrent au toit une inclinaison importante et construisirent des avant-toits en bois qui permettaient d'évacuer l'eau de pluie. Deux symboles se retrouvent souvent dans les édifices de la cité, le dragon et le phénix. Le dragon, selon la légende, représente l'empereur, qui est fils du dragon du ciel, et le phénix l'impératrice, car cet oiseau au plumage superbe serait immortel. À 2 pas de la cité interdite se trouve le temple du ciel. Dans la Chine ancienne, l'empereur, qui était considéré comme le fils du ciel, avait coutume de se rendre dans ce monument imposant au solstice d'hiver, afin de prier le ciel pour obtenir de bonnes récoltes. Ici aussi, les Pékinois aiment déambuler dans un grand parc aux arbres centenaires, se regrouper pour chanter, jouer au diabolo ou aux échecs chinois dans une atmosphère bon enfant. Après des visites aussi riches et passionnantes, faisons un tour dans les ruelles animées du vieux Pékin. Les échoppes succèdent aux échoppes, chacune proposant des mets curieux pour un occidental, mais apparemment très appréciés des Chinois. On mange partout et tout le temps à Pékin. Quant à nous, nous sacrifierons bien sûr à la coutume du canard laqué, le plat traditionnel de luxe des Pékinois. À 50 km de Pékin, il est intéressant d'aller visiter le tombeau des Ming. La dynastie Ming a régné sur la Chine entre le XIVe et le XVIIe siècle. 13 des 16 empereurs qui ont gouverné le pays sont enterrés ici, ce qui a valu au site son classement à l'UNESCO en 2003. L'Égypte a ses pyramides, Paris sa tour Eiffel et le Pérou le Machu Picchu. La Chine, elle, c'est la muraille, la Grande Muraille. Quel point d'orgue pour achever ce voyage. Ici aussi, encore un superlatif. Voici le plus grand ouvrage jamais construit par l'homme, avec une longueur qui atteindrait 6700 km. Construite entre le IIIe siècle avant Jésus-Christ et le XVIIe siècle, elle a toujours eu pour but de défendre le nord du pays. Aujourd'hui, elle est bien sûr classée au patrimoine de l'UNESCO. Mais les chiffres importent peu quand on est en face d'un tel spectacle. Il suffit d'ouvrir les yeux, de se laisser prendre, s'émerveiller. Quel beau périple que ce circuit en transsibérien. Un voyage qui, à chaque étape, en appelle un nouveau. La Russie, la Mongolie, la Chine, tant de choses restent encore à découvrir. On vous emmène bientôt ? Après tout, nous sommes là pour vous offrir le monde, n'est-ce pas ?